Eh bien, bonjour à tous. Je suis Christophe Chandelier, un consultant bâtiment au CER France. Je suis parmi vous aujourd'hui pour vous présenter la conférence La transition écologique est-elle un axe stratégique pour les professionnels du bâtiment? Donc, on va dérouler le sujet et puis on aura un temps d'échange au terme de la présentation pour échanger si vous avez des questions. Donc en propos introductif, on peut commencer par dire que les enjeux environnementaux ont des impacts grandissants sur nos vies professionnelles et privées, et que la transition énergétique devient une préoccupation majeure qu'il convient de placer au premier plan des réflexions, qu'elles soient culturelles, sociales ou économiques. Donc dans transition énergétique ou écologique, on a le terme transition qui suppose le changement. Et le changement, qu'il soit subi ou qu'il soit choisi, il n'est pas dénué d'enjeux dans le contexte professionnel, d'autant que le secteur du bâtiment représente 25% des émissions nationales en 2019. Donc autant dire que le secteur est quand même au cœur de la réflexion. Et au niveau des professionnels du bâtiment, alors au-delà de leurs propres convictions individuelles, ils ont l'obligation de s'approprier le sujet parce que tant la transition écologique régit la profession. Donc on va y revenir après, puisqu'effectivement le législateur a su imposer, alors déjà depuis très longtemps, ces problématiques-là. Et l'engagement de la France, rappelons-le, est d'atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui est quand même quelque chose d'assez ambitieux. Donc certains y verront dans la transition écologique une contrainte, d'autres y verront des opportunités. La vérité est certainement au milieu de tout ça, mais il peut s'avérer utile de considérer ça comme une opportunité d'allier la prospérité économique à la responsabilité sociale des entreprises. Donc, j'ai décidé, au moment de construire cette conférence, de traiter de la transition écologique par le biais de la réglementation et de la réglementation thermique en particulier, tant c'est vraiment ça qui mène la danse dans le secteur du bâtiment, et ça de manière assez historique maintenant. Donc la réglementation thermique, rapidement, c'est la réglementation qui cadre la thermique des bâtiments pour les constructions neuves et qui a pour objet de fixer une limite maximale de consommation d'énergie pour les bâtiments neufs. Donc, petit rappel d'histoire, c'est apparu la réglementation thermique à la suite du premier choc pétrolier, donc en choc de 73, mais la réglementation est apparue en 74. L'objectif à l'époque, c'était de réduire les consommations énergétiques de 25% par rapport aux usages précédents. On a commencé très simplement par l'isolation lame d'air et puis 4 à 6 cm d'isolant dans les combles. Je vais très vite. On a eu des évolutions au cours de la fin du XXe siècle. En 82, on réduit les consommations de 20%. 88, on élargit au secteur tertiaire, enfin au non résidentiel. Dans les années 90, les pays commencent à raisonner de concert dans le cadre du protocole de Kyoto et à raisonner gaz à effet de serre. Donc, dans ce contexte-là, la France sort en 2000 l'ART 2000 avec encore un objectif de baisse de 20% des consommations. En 2005, encore un objectif de baisse et on voit apparaître des nouveaux labels qui cherchent à encourager à aller plus loin que les exigences réglementaires. En 2012, apparaît l'encouragement des énergies renouvelables, les notions de d'étanchéité à l'air, de traitement des ponts thermiques des bâtiments aussi en 2012. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur les 50 dernières années, on arrive à une baisse des consommations admissibles de 300 kWh par mètre carré à 50 kWh par mètre carré. Donc clairement, le législateur a déjà encouragé l'industrie à faire un gros bout de chemin. On n'est pas encore arrivé au bout, mais c'était intéressant de montrer que c'est les législateurs qui mènent la danse parce que chaque réglementation thermique a amené son lot de mutations technologiques et des pratiques dans le métier. Et donc, c'était intéressant d'envisager ça par ce biais-là. Alors, l'ARE 2020. Alors, comme son nom l'indique, elle prendra effet au 1er janvier 2022. C'est une révolution, c'est une petite révolution, effectivement, puisque au-delà du changement de vocabulaire, on a un changement d'approche global. Donc, c'est la réglementation environnementale 2020 qui remplacera l'actuelle réglementation thermique et elle va beaucoup changer les choses. Donc, non seulement seront pris en compte les consommations d'énergie des bâtiments, mais aussi les émissions de carbone, y compris dans la phase de construction. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau et d'assez fondamental et on le verra un petit peu après pour les acteurs de la profession. Donc,
La RE 2020 elle sera plus exigeante que la RT 2012 en termes d'isolation et de performance. Deuxième point important, l'énergie devrait être la plus décarbonée possible. Donc, on favorisera les énergies renouvelables, la chaleur renouvelable, pompe à chaleur, biomasse, enfin ces choses-là. L'origine de l'énergie devrait être renouvelable. On cherche à diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs. Donc, en prenant en compte les émissions du bâtiment sur tout son cycle de vie sur 50 ans. Donc ça, c'est quand même quelque chose de drastiquement nouveau. Pour l'exemple, les bâtiments performants, selon la RT 2012, il y a 60 à 90% de leur impact carbone sur 50 ans qui dépend des phases de construction et de démolition. Donc ça veut dire que même un bâtiment performant, le gros de son impact carbone, en fait, il se situe au moment où on le construit et où on le déconstruit. Donc c'est à ça que la RE 2020 va tendre à modifier les paramètres. Les bâtiments devront être plus adaptés aux fortes vagues de chaleur qui vont s'intensifier. Et donc, de ce point de vue-là, les règles du jeu changent. Et le gouvernement a choisi d'inscrire cette nouvelle réglementation dans une trajectoire progressive, puisque les exigences vont aller croissant de 2022 à 2031, avec plusieurs jalons 2025, 2028 et pour le coup 2031. Donc ça, c'est pour le neuf. La transition écologique dans le neuf, c'est ça les paramètres de demain. Et pour la rénovation, on ne laisse pas de côté la rénovation, évidemment, puisque c'est un marché qui pèse à peu près 30 milliards d'euros par an. C'est un montant qui est doublé depuis 2006 et en évolution constante. Ça représente à peu près un tiers du marché global du bâtiment. Et donc, la rénovation du parc ancien, ce qu'on appelle les passoires thermiques en particulier, c'est évidemment un enjeu de taille dans la transition écologique. Et là encore, c'est le législateur qui anime le marché. Alors, particularité, c'est qu'il le fait plus par le cadrage encouragé de la demande que par la contrainte de l'offre à proprement parler. Donc, d'un point de vue réglementaire, en rénovation, alors jusqu'en 2007, il n'y avait pas d'exigence sur l'aspect thermique en rénovation. Alors l'usage était de ne pas modifier la performance thermique du bâtiment comme on le trouvait. À partir de 2007, quand un maître d'ouvrage décide de remplacer un élément d'isolation ou de chauffage, il doit quand même répondre à certains critères qui sont dans un arrêté de 2007 qui a été revu en 2018. Donc il y a quand même des critères de performance en rénovation sur les produits qu'on met en œuvre. Et quand on rénove globalement, alors c'est pour les bâtiments de plus de 1000 m², mais il y a aussi une notion de réglementation thermique, une performance globale du bâtiment après travaux. Et là, on rejoint des critères qui sont ceux de la RT 2005. Donc, on est sur des exigences réglementaires qui ne sont pas celles du neuf, évidemment, parce que les contraintes techniques n'ont rien à voir. Et au-delà de ça, dans la rénovation, c'est surtout les dispositifs de subventionnement qui mènent le marché, dont les bénéficiaires peuvent être des particuliers, les propriétaires occupants, les bailleurs. Et pour en citer quelques-uns, on a MaPrimeRénov', qui sont des primes à destination des ménages pour faire de la rénovation énergétique. On a les certificats d'économie d'énergie qui passent en fait par l'intermédiaire des fournisseurs d'énergie qui eux-mêmes ont l'obligation d'inciter les consommateurs à faire des travaux. On a des programmes de l'ANA pour le parc locatif, voire propriétaire, mais sous condition de ressources. Il y a des encouragements de l'ANA, donc d'une agence nationale de l'habitat. On a les éco-prêts à taux zéro qui permettent de financer tout ou partie de travaux et la TVA à taux réduit, bien sûr, en rénovation et à plus forte raison pour la rénovation énergétique. Donc tout ça sont des dispositifs de subventionnement. Ils sont tous corrélés à de la performance de matériaux et de qualification des acteurs qui mettent en œuvre ces matériaux. Donc on va y revenir ensuite. Mais le législateur intervient quand même. Donc les impacts sur les acteurs du secteur. Alors on va d'abord parler de la partie client, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, concepteur. Ensuite on parlera des industriels et puis ensuite des artisans. Quels sont les impacts stratégiques en fait de la transition écologique dans les années qui viennent? Donc, du point de vue des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, concepteurs, on a d'abord un impact administratif. La RE 2020 va modifier un petit peu la manière de préparer les dossiers. On aura plus de calculs à faire, notamment pour les émissions de carbone en phase d'étude, et puis aussi plus de tests en fin de chantier. Donc, on a plus souvent recours au bureau d'études thermiques du fait de la RE 2020. Donc ça, c'est une première chose qui est à noter. Au niveau de la conception, alors on sera toujours encouragé à concevoir l'architecture intelligemment, bien sûr, en orientation et en compacité des bâtiments. Les besoins de chauffage vont avoir tendance à diminuer, en éclairage aussi.
Vraisemblablement, on verra diminuer le nombre de pièces d'eau parce que qui dit pièces d'eau dit ventilation, dit impact sur les calculs majeurs. Donc, il est possible que les pièces d'eau tendent à se réduire. Et puis, avec la nouvelle réglementation, les enjeux ne seront pas tout à fait les mêmes en conception en fonction des zones géographiques parce qu'on a une prise en compte du besoin de refroidissement l'été qui grandit. Et donc, en gros, on ne concevra pas forcément les mêmes maisons dans les départements du Sud que dans les départements du Nord, et ça va s'accentuer. Et puis au niveau des prix, alors au niveau des prix, de manière générale, plus la réglementation se tend, plus les prix ont tendance à augmenter. Pour l'exemple, la RT 2012, il était anticipé des surcoûts de 10 à 15%, mais qui en réalité ne se sont pas matérialisés, absorbés par les effets d'apprentissage en réalité. Donc on s'attend un petit peu à la même chose sur la RE 2020. On s'attend quand même de l'ordre de 3-4% d'augmentation sur le premier jalon de la RE 2020, mais qui peut-être n'apparaîtront pas hein, si les effets d'apprentissage se font ressentir aussi. Pour les exigences les plus abouties de la RE 2020, donc pour l'horizon 2031, on s'attend à des surcoûts de l'ordre de 10%. Surcoûts qui sont à mettre en perspective hein, des gains socio-économiques obtenus sur la durée de vie du bâtiment, évidemment, puisqu'on aura des factures énergétiques qui baisseront, des émissions de carbone évitées et, donc et aussi de la création d'emplois. Donc voilà, les surcoûts vont avoir tendance quand même à s'équilibrer au niveau du gros tableau, si on peut dire. Voilà pour ce volet-là. On va ensuite parler des industriels. Alors, les industriels, pour eux, la RE 2020 est un vrai enjeu, puisque effectivement, du fait qu'on prend maintenant en compte les émissions du bâtiment sur tout son cycle de vie, on considère l'impact carbone des matériaux qui composent ce bâtiment. Donc c'est en ça quand même que la nouvelle réglementation est tranchante. Et pour les industriels, c'est pas dénué de conséquences stratégiques hein. Pour les années qui viennent, c'est même une menace forte pour les industries conventionnelles. On pense au béton, construction métallique, briques, laine minérale. Globalement, toutes les industries dont les produits sont très énergivores dans leur processus de production. Inévitablement, toutes ces industries-là vont être, entre guillemets, menacées, enfin challengées du moins. On a des seuils progressifs d'exigence, donc ça laisse le temps quand même à l'industrie de s'adapter. On a une méthode de calcul de la RE 2020 qui favorise très largement les matériaux biosourcés, donc d'origine renouvelable, et notamment le bois. Donc les industriels ont fait un peu pression à un certain temps pour que la méthode de calcul les désavantage moins, mais bon, maintenant c'est acté. Hein. Donc force est de constater qu'ils vont devoir innover dans leur offre de produits, des polystyrènes à base de ressources végétales par exemple, des matériaux mixtes bois-béton. Voilà, c'est des thèmes qui vont devoir s'approprier les industriels en innovation, éventuellement intégrer des filières biosourcées dans leur portefeuille d'activité. Et aussi, ils ont quand même la possibilité de chercher à réduire l'impact carbone des productions conventionnelles. En gros, faire des usines plus performantes, chercher des alternatives de combustible, substituer le calcaire, par exemple, dans le cas du ciment. Donc, travailler sur leur processus de production. Donc, les enjeux pour les industriels sont quand même assez corsés et non neutres en termes de stratégie. Pour les artisans, il y a plusieurs volets. La transition écologique pour les artisans, elle a d'abord un impact administratif, puisqu'en réalité, il y a beaucoup d'exigences qui reviennent à l'artisan pour que son client à lui bénéficie des accompagnements de l'État. Donc quand je dis ça, je pense label RGE, et je pense aux diverses certifications, qualifications qui tournent autour de l'obtention du label, Qualibat, Quali-TENR, Qualifelec, et qui sont spécifiques au métier. Donc ça revient à l'artisan, hein, stratégiquement c'est important, d'autant que ça nécessite de suivre des échéances de validité des labels, de fournir des pièces, de faire des dossiers, de suivre des formations, et puis aussi, ça c'est important, de maintenir les compétences hommes dans l'entreprise, parce que ces compétences-là, ces capacités sont liées à la présence des compétences dans l'entreprise, et d'assurer un volume de chantier minimum par spécialité. Donc, à noter aussi que les coûts de qualification s'additionnent. Donc, en termes de stratégie, c'est intéressant de réfléchir quand même sur quel type de produit je vais, pourquoi, pour combien de temps et combien tout ça me coûte. Il y a un volet de service.
qui est non négligeable. Alors, c'est pour certaines professions plus que d'autres, mais quand on pense isolation, génie climatique, il y a une part importante du marché qui est liée à la rénovation et les clients sont en demande d'accompagnement et de conseils. Donc, à minima, ça nécessite de connaître les dispositifs, les critères et d'avoir une certaine rigueur dans la tenue des pièces administratives parce que c'est aussi assez pointu. Donc, il y a un volet de service qui est non neutre à s'approprier ces thèmes-là. Et finalement, sur le chantier, on retrouve des mutations à venir. Hein. Déjà, on a des exigences de qualité de mise en œuvre qui augmentent. Alors, je pense notamment à l'étanchéité à l'air hein, qui est apparu en 2012, mais qui a imposé vraiment sur les lots de secondes œuvres d'être très pointu dans la mise en œuvre. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. On a des pratiques aussi qui vont avoir tendance à muter. Il y a certains matériaux qui vont disparaître au détriment d'autres. Donc ça, stratégiquement, c'est important. On va voir disparaître le chauffage fossile à énergie fossile dans le logement neuf. Hein. Donc ça, c'est clair et net. Le chauffage électrique performant, pompe à chaleur, va être systématisé. Donc c'est pareil, il y a un enjeu technologique derrière tout ça. Et puis, on aura de plus en plus recours au bois et aux matériaux biosourcés. Globalement, les matériaux qui stockent le carbone pendant la durée de vie du bâtiment. Donc, il y a des impacts sur le chantier également. Donc en termes de matériaux biosourcés, je présente quelques exemples, mais c'est des matériaux qui vraisemblablement vont être amenés à se déployer fortement dans les années qui viennent. Donc on pense au bois évidemment, un bois d'ossature et puis bois dans les bétons par exemple. On pense au chanvre, en enduit, en mortier, en béton également, très intéressant en rénovation. On a la paille, c'est pareil, qui était un petit peu anecdotique pour l'instant, mais bon, il n'est pas impossible que la part de marché de la construction paille soit amenée à se développer. On a la ouate de cellulose déjà bien connue en isolation, et puis les résines polymères hein, qui peuvent fournir différents dérivés des peintures, des résines biodégradables. Quoi. Donc voilà pour faire un petit horizon des matériaux biosourcés qui vont être amenés à se déployer dans l'avenir. Donc finalement, si on se projette un petit peu, qu'on cherche à parler un petit peu de prospective en réalité, se dégagent quelques axes stratégiques pour mener à bien la transition écologique dans nos métiers. Le premier est sans doute la dimension ressources humaines. Je pense formation, recrutement, fidélisation des salariés, puisque en réalité c'est déjà un sujet de préoccupation majeure et qui va s'accentuer, alors notamment du fait de la complexité technique grandissante. Alors je pensais domotique, je pensais compétences en froid, notamment pompe à chaleur. Enfin, vous voyez, il y a un sujet de complexité qui grandit et qui impose d'avoir une dimension RH à prendre en compte. On a des nouveaux modèles, des nouveaux modes constructifs qui vont apparaître, donc qu'il va falloir s'approprier. On a la qualité de mise en œuvre qui est toujours en hausse, synonyme de formation, et puis tout ça dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de renouvellement de génération. Donc on a là un vrai enjeu. On a un autre enjeu majeur, c'est l'enjeu de la veille réglementaire et technologique. Parce qu'on a un environnement professionnel qui est déjà sujet à évolution et puis qui est dans un marché qui est très guidé par le réglementaire. C'est ce que je vous présentais en préambule. Donc ça nécessite de veiller parce qu'il est nécessaire d'anticiper les virages du marché, ce qui va être abandonné, ce qui va être encouragé. Il y a pas mal de changements et donc qui ont des impacts forts sur le marché. Troisième point, il y a la maîtrise des coûts de revient. Donc bon, ça c'est valable tout le temps, mais globalement, quand on raisonne par chantier à l'étude, on va avoir des paramètres économiques qui vont changer. On va utiliser de nouveaux matériaux, on va avoir des temps unitaires qu'on ne connaît pas forcément, donc il va falloir s'approprier tout ça du point de vue des coûts de revient. Il va falloir aussi apprécier la prise de risque en fait de la mutation et aussi tenir compte des courbes d'apprentissage. Quand on a une nouvelle pratique, eh bien inévitablement il y a une courbe d'apprentissage, il y a des temps qui sont plus longs au départ qu'avec l'expérience et donc c'est non négligeable en termes de coût de revient. Et puis il y a un dernier point que je trouve intéressant, c'est le Lean en fait. Hein, le Lean, c'est une organisation de la production qui vise à organiser les chantiers et les entreprises sans gaspillage. Voilà, c'est un grand concept, c'est inspiré de l'industrie et de Toyota notamment. C'est intéressant dans l'avenir qui s'approche de nous, notamment parce que la RE 2020
va aussi considérer l'impact carbone de la phase chantier, de la phase de production. Donc la consommation des engins, des installations de chantier, enfin de toutes ces choses-là. Et donc le lean de ce point de vue-là est un vrai sujet intéressant, d'autant que le secteur est plutôt en retard dans le domaine et qu'il y a des réflexions sur les modèles d'organisation et de production qui pourraient avoir un intérêt dans les temps qui viennent. Et globalement, au milieu de tout ça, en fait, on retrouve une démarche RSE, hein, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, qui entre autres concerne la transition écologique, mais pas que. Mais s'intégrer dans une démarche RSE est sans doute la bonne manière d'entreprendre la transition écologique à l'échelle des entreprises. Alors ça traite de sujets divers hein, comme le management, le bien-être au travail, la gestion des déchets, la consommation des énergies, enfin ça traite de beaucoup de sujets et c'est certainement une démarche qui mérite d'être mise en place dans les entreprises de manière assez globale et qui permettra d'aborder sereinement la transition écologique hein, pour les entreprises du bâtiment.